Et salut à tous, c'est Jody de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Un update du coup qui va être assez conséquent puisque je n'ai pas filmé depuis un petit moment, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. On va commencer de ce pas, nous n'allons pas perdre plus de temps, vous connaissez le principe de l'update. Je vous présente mes dernières lectures et je vous dis ce que j'en ai pensé. Dernièrement j'ai lu du coup Les Brumes de Babylone de Michael McDowell. Pour ceux à qui cela parle, effectivement c'est le même auteur que la saga Blackwater qui est sortie récemment. Et vous allez le voir, les comparaisons sont assez inévitables entre les deux puisque ici nous sommes sur l'inquiétude d'une grand-mère qui en fait va pas voir sa petite fille revenir à l'heure à la maison. Donc elle va se demander ce qui se passe et donc nous on va suivre cette disparition. On va essayer de savoir de quoi il en retourne avec les nombreux personnages qui composent le récit. J'ai trouvé ça super bien construit, j'ai trouvé ça haletant, j'ai trouvé ça bien. Les comparaisons avec Blackwater, donc évidemment la petite bourgade, Perdido, le cours d'eau mystérieux avec ici donc le Styx, les éléments fantastiques inquiétants mais aussi les nombreux personnages qui sont liés entre eux en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, vous allez le voir si vous lisez ce récit, mais moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment chouette, je trouve que c'est un excellent roman d'horreur à lire pour cet été. Voilà, c'est vraiment de circonstance. Si vous avez envie de passer un bon moment, voilà, c'est chouette. C'était pas un coup de cœur, mais franchement, je me suis régalée, c'était cool. Donc je ne peux que vous le conseiller, quoi. Ensuite, j'ai lu du coup la Villénologie tome 3, volume 3, de Violaine de Charnage, que je remercie infiniment pour l'envoi du coup de cet ouvrage. Comme pour dans la Villénologie volume 1 et 2, on est dans un recueil de nouvelles d'horreur assez trash. L'univers de l'autrice est un univers qui est assez unique, ce que moi j'apprécie beaucoup. Voilà, la couverture est absolument magnifique, qui plus est. On est dans des nouvelles d'horreur qui parfois vont reprendre le concept de conte, mais revisité. Là on a la petite fille aux allumettes par exemple, et là c'est la petite fille au cocktail Molotov. Enfin, c'est très sympa, c'est vraiment drôle, c'est divertissant. Là aussi je trouve que c'est une lecture qui était cool à faire cet été parce que voilà, c'est toujours chouette. Violaine de Charnage, c'est une écriture qui est maîtrisée, un univers assez unique et qualitatif, donc que je vous recommande, voilà, que je recommande grandement. Mais je vous conseille de lire le 1 et le 2 si vous n'avez pas lu le 3, puisqu'il y a une nouvelle en fait qui prend son chemin dans ces deux recueils déjà précédents. J'ai lu ensuite, avec une impatience non dissimulée, L'Ogre, partie 6 de Louis de Maubois. C'est tout simplement le dernier tome de la saga L'Ogre, dont je vous parle assez régulièrement. Une saga extrêmement difficile que je déconseille aux âmes sensibles qui regardent cette vidéo. Voilà, mais que je déconseille grandement, puisqu'ici en fait on est dans un thriller, oui, dans une saga thriller qui va retracer un petit peu une organisation pédocriminelle qui va faire des choses absolument horribles aux enfants, mais pas que. Mais pas que. C'est juste ignoble, mais pas que. En fait, si vous voulez, je vous explique. Moi, vous me connaissez, je n'aime pas les sagas dégueulasses pour du dégueulasse, trash pour du dégueulasse. J'aime quand cela sert au récit, ou quand tout du moins, voilà, il y a vraiment une logique à ce que cela soit présent. Ici, c'est vraiment le cas. Ce dernier tome était excellent, comme tous les autres. Hein. T'as envie de suivre les personnages. Il y a une construction narrative qui est résolument intéressante et qui est assez périlleuse à effectuer, puisque du coup, chaque personnage, selon les chapitres, parle les uns après les autres. Et donc du coup c'est assez compliqué à mettre en place, mais ici c'est extrêmement bien réussi, très haletant, très difficile à lire, voilà je le répète, hein, mais bon je suis obligée de vous poser des trigger warnings, là difficile de vous dire lesquels, hein, puisque franchement il y en a beaucoup, donc difficile de vous dire lesquels sont présents, parce que là ils sont quasiment tous là, mais voilà en tout cas excellent dernier tome, je suis trop contente, voilà je suis trop contente de l'avoir découvert, cette saga est excellente, je vous la conseille si vous n'êtes pas trop sensible. Vraiment super, avec des personnages vraiment résolument bien construits, une écriture vraiment bien, enfin voilà, super, c'était cool, voilà. J'ai lu ensuite, alors là je serai moins dithyrambique, j'ai lu Perfect Blue de Yoshikazu Takeuchi. Perfect Blue en fait, si vous voulez à la base, moi j'ai vu l'animé. Que j'ai adoré. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé excellent, franchement, c'était trop bien. Je crois que c'est de Satoshi Kon l'animé. Et vraiment, genre, c'était trop bien. L'animé, excellent, un puzzle, un truc psychologique assez what the fuck, enfin, c'était juste génial. Et alors là, vous allez vous dire trop bizarre, mais en fait, j'ai préféré l'animé, inspiré du roman, au roman original. Voilà. Dont là, je vous parle, là. Parce que là, c'est le roman original dont je vous parle. J'ai pas du tout retrouvé l'ambiance de l'animé, c'était très bizarre, bref. Donc là, vraiment une inspiration hein, pour l'animé, sachez-le. En fait, dans le roman original, on est vraiment sur un thriller assez classique, j'ai trouvé.
où en fait on va suivre, comme dans l'animé, cette pop star qui veut changer son image. C'est-à-dire qu'en fait c'est une pop star à la base un petit peu bon, j'exagère, je vais dire pour les enfants, mais pas du tout, mais en fait voilà, vous avez compris, c'est une pop star très candide, voilà, ce genre de truc. Et en fait elle veut changer son image et se rendre un peu plus sexy, voilà, se donner une image un peu plus sexe que de base, quoi. Et donc du coup, voilà, son agent va l'aider, il y a pas mal de personnes qui vont l'aider à changer son image au vu de la sortie de son nouveau single, mais il y a un mec chelou qui lui envoie des missives en lui disant ouais non t'as pas le droit de changer, si tu changes attention nanani, et qui lui envoie des trucs trop bizarres. Donc cette femme va commencer à s'inquiéter de son stalker. Voilà, en gros du gros c'est ça l'intrigue. Et dans l'animé c'est ça aussi, mais il y a ce côté vachement plus psychologique que j'espérais retrouver dans le roman original, chose que je n'ai pas retrouvée du tout. Ici on est vraiment dans un thriller, tout ce qui est plus classique. Il y a, je sais pas, il y a un côté un peu nauséabond, un peu... Et puis alors mon Dieu, alors là je vous préviens par contre, il faut vraiment que je vous prévienne, heureusement que j'y ai pensé là maintenant. Dans le roman de base, il y a une scène de viol dès le premier chapitre qui est juste horrible. Horrible. C'est décrit, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. J'ai pas du tout aimé. Une description de la jante féminine assez particulière qui peut déplaire. Moi ça m'a pas déplu parce que c'est dans le contexte du roman, donc voilà, c'est dans le contexte, mais qui peut déplaire, hein, je tiens à le dire. Voilà, un roman qui m'a pas conquise, que j'ai trouvé trop classique dans sa construction. J'ai pas eu ce waouh que j'avais eu au visionnage de l'animé qui est inspiré de ce livre. Voilà, c'est pas grave. Autre livre que j'ai lu, déception également, c'est Ecstasy de Ryu Murakami. Dans Ecstasy, nous allons suivre tout simplement le parcours d'un homme qui va tomber dans la spirale de la drogue. Et au travers de cette spirale de la drogue, va expérimenter sa sexualité, tout un tas de choses, des questionnements, voilà, des questionnements, ce genre de choses, quoi. Et voilà, j'avais hâte de commencer cette trilogie, parce que c'est une trilogie qui s'appelle Monologue sur le plaisir, la lassitude et la mort. Ça, c'est le premier tome. Je me rappelle l'avoir commencé il y a longtemps, ou peut-être que je l'avais lu, et je l'ai oublié, mais je comprends mieux pourquoi je l'ai oublié, parce que franchement, c'est d'un ennui terrible. C'est-à-dire que, mis à part suivre cet homme, Ken, et prendre de la drogue, je ne vois pas tellement quel est l'intérêt narratif. Voilà, c'est mon point de vue. Attention, ne vous sentez pas offensé si vous avez adoré. Dans ces updates, c'est toujours mon point de vue. Mais je n'ai pas vu l'intérêt narratif de ce récit. Pourquoi faire ? Voilà, sachez-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai rien de plus à dire, je suis désolée. Je suis assez concise. Mais pourquoi faire ? Voilà, c'est tout. Je vais continuer à lire cette trilogie parce que j'ai les 2 autres tomes dans ma bibliothèque et parce qu'évidemment, cet auteur est un auteur que je trouve très intéressant, malgré tout, et qui, dans certains de ses récits, m'a vraiment conquise, donc on verra bien. Mais voilà. Alors, j'ai vraiment de tout à vous présenter dans cette update, du coup, ça me fait sourire d'avance. J'ai lu Killing Stalking jusqu'au chapitre 6 de Kuji. Et j'ai perdu mon âme à la lecture de ce manga, sachez-le. Parce que pourquoi ? Je pensais que c'était un thriller. Je pensais que c'était un manga thriller. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Dans Killing Stalking, c'est pour ça que j'ai arrêté au chapitre 6. J'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté, c'est un no finish. Voilà. C'est parce que c'est une dark romance entre 2 hommes, un serial killer et un stalker. Voilà. C'est toxique as fuck. Alors là, toxique, je suis gentille quand je dis toxique, parce que là, vraiment, on est sur du malsain, je pense, nec plus ultra. À un moment donné, je veux dire... vous voyez, on est dans... Alors, je vous donne une vraie scène. True scene, ok. Le mec, il se fait péter la cheville. Et 2 scènes après, genre, il lui roule une pelle. Et là, t'es là. Ok. Et c'est pas le mec qui t'a pété la cheville de scène avant. C'est pas le... Non, ok, très bien. Donc voilà, on est dans ce genre de truc-là. Pas du tout mon délire. Pas du tout mon délire. Chacun son truc, Chacun son truc. Je ne juge pas. Mais moi, la dark romance... ça lit de l'horreur ici, Ça lit de l'horreur ici, sachez-le. Mais j'aime pas trop qu'on mélange... j'aime pas trop qu'on mélange l'amour avec... Tu vois ? Il y a un truc qui dénote, il y a un truc qui me va pas, moi. Il y a un truc qui me va pas. Chacun son truc, là, encore. Je juge pas du tout, c'est moi. C'est mon point de vue à moi, non. Non. Ok ?
Voilà, c'est non. Ensuite, alors là, c'est un avis qu'il ne faudra pas trop prendre en compte parce que là, c'est encore un récit que je n'ai pas terminé parce que j'étais pas dans le mood. J'ai commencé Imajica, tome 1 de Clive Barker. C'est découpé en 2 tomes. Normalement, Imajica, c'est pas découpé en 2 tomes. Mais du coup, j'ai commencé cela. Et j'ai arrêté au bout de 200 pages parce que j'étais pas dans le truc. Je trouvais ça trop long et je pense que là, au vu du contexte actuel, l'été, tout ça, j'ai pas envie de lire des trucs longs. Je le reprendrai parce que vous m'avez dit que la fin était juste extraordinaire et que ça valait le coup de se faire violence et de continuer. Mais j'ai arrêté, voilà. Je vous montre même les récits que j'ai arrêtés. Ça veut pas dire que je vais pas les reprendre, hein. Vous l'avez vu dans certains updates, il y a des récits que j'avais arrêtés et que j'ai repris et que j'ai adoré. Donc celui-là, je vais le reprendre, je vais le garder bien au chaud dans ma bibliothèque. Et je le reprendrai quand j'en aurai envie. Dans Imajica de Clive Barker, on est résolument dans une œuvre de fantasy horrifique, comme c'est souvent le cas avec Clive Barker, où on va suivre du coup Charlie Estabrook qui décide de faire assassiner Judith, sa femme, ou son ex-femme, voilà. Donc il décide d'engager un mec qui est un peu chelou, voilà, on sait pas trop, on le sent un peu bizarre, et donc il décide d'engager ce mec pour la buter. Finalement, il va déclencher un engrenage, et en fait il va finir par regretter, bien sûr, son geste, et on va suivre donc tout cet engrenage avec cette femme Judith qui est menacée de toutes parts. C'était cool, mais j'ai trouvé ça très très long en fait, très long, et j'étais pas du tout dans le mood d'un récit aussi long en fait. Je dis pas que c'est mauvais quand les récits sont longs, mais là vraiment j'avais pas envie de persister. 200 pages, j'en dirai pas plus parce que voilà, c'était pas mauvais et que je ne l'ai pas lu en entier. Je vous en dirai plus quand je le terminerai, mais là j'avais pas envie. J'ai lu ensuite La Loterie de Shirley Jackson. La Loterie, c'est un recueil de nouvelles de Shirley Jackson, une plume assez classique du genre horrifique et fantastique que j'avais hâte de découvrir. Donc La Loterie, moi, j'ai beaucoup aimé. À savoir, ça ne va pas plaire à tout le monde, je pense, les nouvelles de horrifiques, fantastiques de Shirley Jackson, parce que on est dans des nouvelles qui sont tout le temps avec des fins ouvertes. Voilà, c'est-à-dire que on vous termine l'histoire et c'est à vous de vous faire un peu vos conclusions vis-à-vis de l'histoire que vous avez lue, l'histoire fantastique que vous avez lue. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est très drôle. Des fois, c'est très très drôle. Il y a des phrases, c'est génial parce que tu vois que c'est une femme qui a écrit ces nouvelles. Et moi, ça m'a fait sourire, quoi, parce qu'il y a des phrases vraiment très très drôles. Mais en même temps, c'est bien écrit, c'est bien construit. Moi, ça m'a plu. Ça plaira pas à tout le monde, je pense, parce que c'est des nouvelles assez particulières. C'est une écriture assez particulière qui, je pense, n'ira pas à tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un recueil que je vous conseille. J'ai lu ensuite Les Carnets de l'Underground de Gabrielle Cholette. Ça, c'est une lecture assez différente. C'est de la littérature contempo, où on va suivre un mec, l'auteur, en l'occurrence, qui va nous raconter en fait ses expériences dans le monde de l'underground. Donc, par conséquent, quand il faisait des teufs, quand il faisait des soirées tech et que il prenait des substances, machin, etc. Il va nous partager aussi ses réflexions philosophiques sur sa vie, et puis aussi j'allais dire son expérience, mais pas du tout. Enfin, son parcours en tant que personne queer aussi, parce que il s'agit résolument de cela aussi. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très chouette. C'est découpé en petites tranches de vie, ce qui rend le récit très très dynamique. Ça ne plaira pas à tout le monde là aussi, parce que c'est un style assez particulier. Et puis tout dépend de si ce thème vous intéresse. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça cool. Voilà. C'était intéressant. J'ai lu ensuite du comics, du coup. Qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu Creepshow. Creepshow, en fait, c'est Marc, du coup, de Horror News Podcast qui m'avait fait découvrir ces nouveaux comics, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'ancien, du coup, qui, en fait, va reprendre, si vous voulez, le film de base dans ma bibliothèque, donc vraiment le classique. Et il y a ces nouveaux comics qui, en fait, sortent. Apparemment, il y a le tome 2 qui sort bientôt, qui en fait reprennent la série qui est sortie il y a pas longtemps, série que j'ai adorée. Mais ça reprend pas rien à la série, c'est des histoires originales, ok. C'est-à-dire que le graphisme, tu vois, l'hôte là ici, c'est l'hôte de la série, la nouvelle série qui est sortie. Mais les histoires qui se trouvent à l'intérieur ne reprennent pas du tout les épisodes de la série. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. Alors là, on est vraiment dans du comique inspiré des pulps de l'époque. C'est divertissant, ça se prend pas la tête. C'est pas des histoires d'horreur profondes, c'est du gore, c'est cool. Voilà, c'est juste du kiff. Si t'as envie de t'amuser, bah tu lis ça et puis tu kiffes. Et puis ce qui est sympa, c'est que chaque histoire a en fait, si vous voulez, des auteurs différents
des dessinateurs différents, etc. Ce qui te permet en fait à chaque fois de te plonger dans un nouvel univers selon les dessins. C'est vraiment cool, moi ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai hâte de la sortie du tome 2 puisque je me suis régalée dans le tome 1, donc voilà. J'ai lu ensuite Dark Assembly de Aaron Beauregard avec cette magnifique couverture, n'est-ce pas? Magnifique couverture qui laisse présager ce dont vous vous doutez. Hein, on est dans un recueil de nouvelles dark, trash, c'est ce qu'on qualifie en anglais de horreur extrême, extreme horror, j'arrive jamais à le prononcer, extreme horror, voilà. En anglais, c'est comme ça qu'on appelle ce genre littéraire, enfin ce sous-genre littéraire de l'horreur, c'est-à-dire de l'horreur juste gore as fuck, assez dégueulasse, mais attention, c'est pas parce que c'est de l'horreur extrême que tu es forcément dans de la facilité narrative. Aaron Beauregard, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cet auteur, c'est que il y a toujours une histoire derrière qui est assez bien construite. J'ai lu plusieurs récits de sa plume jusqu'alors et franchement j'ai beaucoup aimé. J'avais lu Playground et All Smiles Until I Return, je crois c'était. Et les deux étaient vraiment super, c'était des romans là en l'occurrence. Et du coup je voulais me lancer dans ces nouvelles qui sont extrêmement qualitatives, divertissantes. J'ai passé un très bon moment, voilà. J'ai lu ensuite La fille de la supérette de Sayaka Murata. La fille de la supérette, là aussi on est dans de la litté contempo avec une femme en fait qui travaille dans une supérette. Elle en est très contente, elle adore son taf et tout jusqu'au jour où en fait t'as un mec qui va débarquer et qui va être embauché dans la même supérette qu'elle. Cette femme elle a une pression sociale sur elle parce qu'en fait tous les gens lui disent mais attends what the fuck, t'as pas de gosse, t'as pas de mari, tu bosses dans une supérette, c'est quoi cette vie nulle. Voilà, et c'est ce qu'on lui dit, hein, c'est ce que la société lui dit, hein, c'est pas mon discours à moi, c'est ce que la société lui dit. Et du coup, elle subit une pression absolument constante de la part des gens autour d'elle, etc., pour faire autre chose. Et c'est un récit, moi, que j'ai trouvé assez intéressant dans sa construction. Assez particulier parce que j'ai l'impression, enfin, dans ce récit, on a réellement l'impression que notre personnage principal, si vous voulez, il est autiste parce que elle nous raconte que depuis l'enfance, elle n'arrive pas à lire les expressions faciales des gens, elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à communiquer avec autrui, elle a beaucoup de mal. Ce n'est pas spécifié, donc bon, je pense que ce n'est possiblement pas le cas, parce que c'est pas spécifié. Mais c'est un récit qui fait réfléchir. Le personnage masculin qui va débarquer dans le récit, il est sexiste as fuck, mais en fait c'est ancré dans ce qu'on essaie de te faire passer comme message, donc c'est intéressant. Voilà, c'était cool. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un récit qui est vraiment cool dans sa construction parce que il te fait réfléchir sur pas mal de sujets évidemment. Le fait d'être une femme dans cette société, le fait de le fait de se sentir en marge aussi, c'est cool. C'était cool, c'était intéressant. Voilà, je suis contente d'avoir découvert une autre œuvre de Sayaka Murata, dont j'avais lu Les Terriens déjà. Voilà. J'ai lu ensuite 101 Books to Read Before You're Murdered de Sally Hartman avec mon accent anglais absolument magnifique. C'est tout simplement une anthologie, c'est une créatrice de contenu. Sally Hartman, c'est-à-dire que c'est une personne qui, sur les réseaux, va parler de littérature horrifique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en fait, elle a fait ce livre où en fait, elle va répertorier 101 livres à lire. Absolument, 101 livres d'horreur à lire. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette anthologie, c'est que c'est trié selon les genres. Elle a mis des petits sigles pour indiquer de quel genre horrifique il s'agit. Si c'est du folk horror, si c'est de l'horreur Lovecraftienne, si c'est du thriller. Bref, elle englobe tout cela. Et en fait, elle te dit que des bouquins qui ont été écrits à partir des années 2000 jusqu'à maintenant. Donc c'est cool parce que c'est de l'horreur moderne. En fait, elle te cite comme ça des œuvres à lire. Il y a des œuvres que j'ai découvertes, je connaissais la majorité des œuvres, j'étais contente aussi de voir les œuvres que j'avais aimées qui se retrouvaient dans ces tops-là. C'était cool. Si vous êtes intéressé par le genre horrifique, c'est une anthologie qui peut résolument vous plaire. Moi, ça m'intéressait, forcément, évidemment. Et c'était cool. J'ai lu ensuite Carrie de Stephen King. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, c'est ma coup de cœur, je l'ai adoré. Mais après, c'est pas vraiment une surprise parce que moi, les films, déjà. Le premier de Brian De Palma, chef-d'œuvre. Le second avec Laurie Moretz, chef-d'œuvre. J'ai aimé tous les Carrie. Et j'adore Carrie. C'est un personnage que j'adore. Voilà. Parce que tu te retrouves beaucoup en elle. Parce que t'as une certaine catharsis avec ce personnage qui est assez extraordinaire. J'ai adoré le roman. J'ai adoré. Là aussi, ça rentre clairement.
Dans Making Pref, hein, voilà, Carrie, en fait, dans Carrie, on va suivre l'histoire d'une jeune fille. Cette jeune fille, elle se fait bully as fuck à l'école. Bully de fou. Et si vous voulez, un jour, ça va être la goutte de trop, c'est-à-dire que Carrie, bah, elle a 16 ans, mais en fait, elle va avoir ses règles pour la toute première fois devant ses camarades dans les douches. Ses camarades vont lui jeter des tampons à la gueule, des serviettes, etc. Enfin bref, voilà, elle va se faire bully as fuck. Et en fait, ça va être la goutte de trop parce que de là va se déclencher un engrenage jusqu'à la fin. Je vous spoil pas parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu les films et qui n'ont pas vu le livre. Mais voilà, en gros, c'est ce qu'on va suivre, sachant que Carrie est une jeune fille qui a, on le sait dès le début, hein, qui a des pouvoirs de télékinésie. Voilà, elle a des pouvoirs télékinétiques et donc du coup, on va suivre tout cela. Excellent, excellent ce livre, excellent. Et puis, pour ceux qui ont vu les films, très complémentaire au film parce qu'en fait, dans le livre, tu as des coupures de journaux, t'as des trucs assez complémentaires, donc c'est pas sans intérêt de lire le livre si t'as vu les films. Après, à savoir, c'est très fidèle. Les films sont extrêmement fidèles au livre de base, donc c'est plaisant. Mais voilà, un chef-d'œuvre, c'est un de mes coups de cœur de cette année, un chef-d'œuvre, j'ai adoré. Voilà, je vous le conseille, allez-y quoi. J'ai lu ensuite, toujours dans la veine des comics, j'ai lu Something is Killing the Children, tome 1, de James Tynion 4, et Werther Dell'Edera. Voilà. C'était cool. Pas un coup de cœur, après peut-être que je continuerai aussi sur les autres tomes parce que j'ai quand même trouvé le concept assez stylé. On va suivre en fait une petite ville, c'est Archer Peak, et dans cette ville il y a les enfants qui disparaissent. Il y a un truc qui traque les gosses et qui va les chercher, et en fait il y a un petit garçon qui s'appelle James et il a été témoin oculaire du meurtre de ses potes en fait. Et il va s'associer à Erika, ouais c'est ça, Erika qui est une chasseuse de monstres et qui donc du coup va essayer de les niquer tous, voilà, tous les trucider, tous les avoir quoi. Et donc c'est ça qu'on va suivre. J'ai adoré, mention spéciale évidemment pour le personnage d'Erika qui est badass as fuck, et ça fait plaisir de voir des personnages féminins badass as fuck, c'est vraiment cool. Et donc voilà, j'ai bien aimé. Je lirai peut-être la suite parce que ce personnage vraiment me fait kiffer. Voilà, c'était cool, c'était sympa, et vous êtes énormément en plus à m'avoir dit il faut que tu lises. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée. Et c'est pour ça que je suis intriguée pour lire la suite. Mais c'était vraiment cool, les dessins sont magnifiques, et voilà, c'est assez passionnant. Ensuite, j'ai lu Lait et miel de Rupicor. C'est un recueil de poésie qui ne fait pas l'unanimité, mais que moi j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce recueil de poésie. Voilà. Je ne lis pas beaucoup de poésie, c'est à savoir. C'est peut-être pour ça que j'ai kiffé, je sais pas. Il y a des gens qui lisent beaucoup de poésie et qui n'ont pas trop aimé. C'est un recueil de poésie, voilà, jonché de petits dessins tels que ceci. Et c'est un recueil de poésie qui, pour ma part, fut très cathartique. C'est un recueil qui est magnifique, qui va là aussi traiter de sujets assez cool, assez difficiles aussi. On va y parler du coup du fait d'être une femme, le viol, la pression sur nos corps, toutes ces choses-là, la rupture, de l'amour, de plein de choses différentes. Mais j'ai trouvé ce recueil absolument magnifique avec des phrases juste pépites. Vous pouvez voir sur mon Insta si vous avez envie de voir des petites phrases voilà, qui jonchent le recueil et que moi j'ai adoré, parce que je vous ai mis mes petites phrases préférées. Je me suis régalée, j'ai trouvé ce recueil de poésie absolument magnifique. Voilà, ça dépend de votre sensibilité. Moi j'ai trouvé ça sublime. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'ai adoré. Donc voilà, c'est Lait et miel, je vous le conseille à 2000%. Ensuite j'ai lu du coup Shigahime tome 1 de Sato Hirohisa. Bof, voilà, très bof. On est dans un manga qui en fait va retracer, si vous voulez, l'histoire d'un lycéen qui fait sa vie tranquille et puis il rencontre un vampire, et en fait cette vampire elle veut faire de lui son familier. Voilà, en gros c'est ça l'histoire. J'ai trouvé ça assez clichoun. Les dessins sont sublimes, mais alors l'histoire en elle-même je l'ai trouvée giga clichoun, ça m'a pas du tout plu. Et c'est dommage parce que la couverture, vous voyez, elle laisse présager du sublime, et voilà, ça m'a pas conquise à 100%, c'était pas mon délire. Passons à autre chose. Le Club du Suicide de Robert Louis Stevenson. C'est des nouvelles issues des nouvelles Mille et une nuits. Et franchement, je me suis régalée, c'était vraiment cool. C'était cool de découvrir la plume de Robert Louis Stevenson dans ses nouvelles, du coup, sous ce prisme-là. C'était assez chouette. La première nouvelle, en plus, c'est vraiment cool.
avec du coup ce jeune prince et son compagnon qui en fait vont rencontrer un jeune homme qui va les inviter au club du suicide. C'était vraiment bien, c'est très bien écrit, c'est un plaisir, ça donne envie de découvrir d'autres nouvelles de Robert Louis Stevenson sous les nouvelles de Mille et une nuits du coup. J'ai lu ensuite Aileen de Ottessa Moshfegh. Aileen, là aussi on est dans de la littérature contempo, on va suivre une femme qui en fait a une vie assez morne et triste. Elle travaille, si vous voulez, dans un centre de délinquants pour mineurs. Elle a un père, elle habite avec son père qui est alcoolique et elle va rencontrer une jeune femme et on va suivre tout cela. Et ça m'a pas conquise à 2000%, pourtant j'adore la plume de Ottessa Moshfegh, vous le savez, mais là j'ai pas été conquise à 2000% parce que on est vraiment dans un récit qui va suivre la psychologie de ce personnage principal. Et en fait, on est dans un très long monologue. Tout le récit est très compact dans ce genre-là, vous voyez. Voilà. Donc c'est extrêmement lourd, c'est très indigeste. C'est un récit qui aurait pu me plaire, mais ça ne l'a pas fait à 2000% pour cette raison, j'en suis navrée. Je vais continuer de lire du Ottessa Moshfegh parce que c'est une autrice qui m'intrigue énormément et j'avais adoré La Bona, mais malheureusement, Aileen, ce n'est pas mon truc. J'ai lu ensuite Adabana tome 1 de Non. Alors dans Adabana, du coup, on va suivre en fait une jeune lycéenne qui en fait va tuer une camarade de classe et on va essayer de comprendre ce qui l'a poussé à ce geste. Qu'est-ce qui l'a poussé à tuer sa camarade de classe? Pourquoi l'a-t-elle fait? C'est ça qu'on va essayer de savoir. Adabana, c'est vraiment sublime, les dessins sont magnifiques. Moi, j'ai vraiment adoré le graphisme de ce manga. Ça n'a pas été un coup de cœur, c'est voilà, là aussi sympa, mais pas un coup de cœur. Dans le même délire que Shigeime, sympa sans plus quoi. Voilà. Et enfin, dernière lecture que j'ai effectuée pour cette update, c'est La Nuit du Sang de Thomas Tessier. Dans La Nuit du Sang, je pensais qu'on serait dans une histoire de loup-garou assez classique, ce qui n'a pas du tout été le cas. On est avec un homme qui s'appelle Bobby Ives et en fait on ne sait pas s'il devient fou, si il est possédé par un esprit vaudou ou si c'est un loup-garou. Voilà, et nous on va suivre cela. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé ce J'ai lu épouvante. Le seul truc c'est que la construction narrative est assez floue. Donc en fait tu sais pas trop où tu vas, t'as l'impression de devenir fou en même temps que le personnage principal, donc c'est assez what the fuck. Mais c'est un récit de J'ai lu épouvante qui m'a beaucoup plu et que du coup je vous conseille si ce n'est pas encore lu. C'était pas extraordinaire, c'est un peu flou narrativement et la construction n'est pas impeccable, mais bon voilà, ça se lisait assez bien. Donc voilà. On voit la transformation de ce personnage principal, voilà, c'était pas mauvais. C'était pas excellent, mais c'était pas mauvais quoi. J'en ai terminé pour cette update, j'espère que cela vous aura plu. Je ne vous ai présenté du coup que les récits, je vous présenterai les séries et les films dans un autre update parce qu'il y en a pas mal aussi. Voilà, j'espère en attendant que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées aujourd'hui. Et moi en attendant, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.